Donc voici la réponse aux 4 exercices que nous vous avons demandé de faire. Le premier exercice, je vous le rappelle, était le cas du Sénégal, le marché du riz, avec une hypothèse de petit pays et de biens homogènes, et puis une forme linéaire des fonctions d'offre et de demande. Le deuxième se distinguait du précédent parce qu'on introduisait une forme isoélastique des fonctions d'offre et de demande. Le troisième introduisait une hypothèse de grand pays, et puis enfin le quatrième introduisait une hypothèse de biens différenciés. Donc voici le fichier qui est une correction du premier exercice qu'on vous a demandé. Donc le cas du Sénégal, du riz, avec petit pays, bien homogène et fonction de demande et d'offre linéaire. Noterez qu'on commence par un petit texte entre les instructions de la run-text et de la ref-text, toujours utile pour se souvenir de tout un tas de détails afférents à ce modèle. La déclaration des paramètres, les 4 paramètres des fonctions d'offre et de demande, la variable exogène, c'est-à-dire le droit de douane, et puis en fait 6 paramètres qui sont simplement le nom de des variables, suivi de 0, c'est pour signifier que ce sont des paramètres qui sont les valeurs initiales des variables. Donc on a des données qui nous permettent de calibrer le modèle, droit de douane, prix mondial, offre locale de riz, demande locale de riz, et puis les pentes des fonctions d'offre et de demande, donc qu'on a pris dans la littérature ou à partir du site FAOstat ou d'autres données comme Trains de la CNUSED. Donc on peut procéder au calibrage à partir du moment où on a rentré ces données. Donc on a un certain ordre à respecter. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il faut définir P0 avant de définir C, puisque C nécessite la valeur de P0. Donc, faire bien attention à respecter cet ordre. GANS lit les instructions les unes après les autres, donc il faut être sûr qu'à la fin de ce calibrage, quand on aura initialisé toutes les variables sur leur valeur initiale, on aura bien toutes les équations du modèle qui sont vérifiées. Voilà les variables avec un texte qui peut même être davantage fourni. N'oubliez pas de préciser les unités dans lesquelles on raisonne. Là, je ne l'ai pas fait sur les variables, je l'ai fait sur les données initiales. N'oubliez pas aussi d'initialiser les variables. Donc on reprend en fait le nom de la variable suivi de .l, donc ça veut dire la variable P actuellement est égale à P0, P0 qui est un paramètre qu'on a calculé auparavant. Donc on a donné la valeur P0 actuellement à cette variable P. Ensuite on déclare des équations, le modèle qui est ici, avec les 6 équations et donc aussi les 6 variables endogènes. Notez que pour le nom des équations, c'est toujours pratique de reprendre comme nom EQ underscore le nom de la variable qui est déterminée par cette équation. L'instruction modèle qui nous définit donc ce modèle, j'ai choisi le nom tarif, ici c'est pas très original, mais c'est pas grave. Toutes les équations qu'il y a dans le fichier sont incluses dans le modèle, donc on peut mettre entre deux /all, et puis on vérifie initialement que le modèle est vérifié avec un solve, une résolution du modèle, en utilisant CNS, qui est un solveur adapté et très bien pour les systèmes carrés. Donc je reprends solve suivi de l'instruction suivi du nom du modèle, using, donc en utilisant le solver CNS. Donc ça va nous permettre de vérifier que l'infaisabilité initiale est nulle, donc que tous les membres de gauche, que chaque membre de gauche est égal au membre de droite correspondant. Le choc, qui est un tarif de 20%, donc je demande une nouvelle résolution. Je lui fais calculer des paramètres. Notez bien que dans les taux de croissance ici, on exprime en pourcentage, donc on multiplie par 100 et puis on compare valeur finale à valeur initiale. En termes relatifs, donc la valeur initiale c'est tout simplement le nom de la variable suivi de 0 et la valeur finale c'est tout simplement le nom de la variable suivi de .l, c'est la valeur actuelle de cette variable après le solve, donc on aura bien valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Je lui demande un affichage et puis je lui demande finalement de calculer les variations de surplus des consommateurs, des producteurs, des recettes publiques et la variation de bien-être.
Ce sont des formules que vous retrouverez, toujours avec l'utilisation de valeurs initiales de variables, mais aussi de valeurs actuelles de variables. Et puis on divise par 10 puissance 9 pour exprimer tout en milliards de dollars. Et on va pouvoir vérifier en fait les réponses aux questions que nous vous avons demandées. Donc je clique, vous vous souvenez qu'il y a deux solves, un premier solve sans choc et puis un deuxième solve avec choc. Donc si effectivement je fais un run, eh bien je vais tout en haut du process window pour me lire que en fait effectivement il y a 6 rangées et 6 colonnes dans ce modèle, donc c'est bon signe, il doit y avoir 6 équations et 6 variables. Donc effectivement le premier solve, vous voyez que à l'itération 0, il y a une infaisabilité initiale qui est nulle, donc ça veut dire que toutes les équations du modèle sont vérifiées. Et on a donc trouvé évidemment une solution faisable à un système carré. Et puis le deuxième solve, après le choc, eh bien vous voyez qu'il y a une infaisabilité initiale, c'est normal puisque le tarif a changé de valeur de 0 à 20%, et donc il y a une équation qui n'est plus respectée. Très rapidement, il trouve en 2 itérations des nouvelles valeurs pour les variables endogènes telles que toutes les équations sont vérifiées, donc on a une infaisabilité qui est nulle. Il a trouvé une solution faisable à un système carré. Je peux cliquer 2 fois sur la ligne en bleu gras. Je me retrouve dans le fichier .lst sur la ligne ici Statistic Models. Je peux vérifier qu'il y a 6 équations et 6 inconnues. Et puis je peux vérifier le fait que les variables, les valeurs des variables sont les suivantes. Donc on a notamment ici l'offre locale, la demande locale, les importations, le taux de croissance de la demande, le taux de croissance de l'offre, le taux de croissance du prix local et le taux de croissance des importations. Donc un tarif diminue les importations, c'est normal, de 13,7% ici. Le prix local augmente de 20%, c'est normal, puisque le prix mondial ne bouge pas et que il y a bien une hypothèse de bien homogène entre biens domestiques et biens étrangers. Il y a un effet protecteur sur la production locale qui augmente de 1%, c'est pas beaucoup. Et par contre, les consommateurs locaux, en fait, ont leur surplus, ont leur consommation qui baisse puisque le prix local augmente. Donc effectivement, il y a une perte de surplus des consommateurs de 205 millions de dollars. Il y a un gain de surplus des producteurs locaux de 83 millions de dollars et une augmentation des recettes publiques de 113 millions de dollars. Donc vous voyez qu'on a bien les implications du tarif. Et si on additionne les trois, eh bien on a une perte de bien-être de 9 millions de dollars. Donc il faudrait recommander de ne pas mettre en place ce tarif. Voici le programme correspondant au deuxième exercice. Donc le programme est quand même très similaire. Je vous montre tout d'abord le modèle qui a changé puisqu'en fait il y a une forme isoélastique sur la fonction d'offre et la fonction de demande. Donc on a l'élasticité de la fonction d'offre qui est B et on a l'élasticité de la fonction de demande qui est D. On rentre ces élasticités auparavant. B égale 1,5 et D égale 0,4. Et donc la seule chose qui change, c'est le calibrage, le paramètre de taille, qui en fait est égal à l'offre locale divisée par le prix initial à la puissance cette élasticité et une formule similaire pour la demande. C'est exactement la même chose. Alors vous trouverez un résultat différent. En fait, on a toujours quand même un premier solve où il y a une infaisabilité initiale qui est nulle. Enfin, ici, elle est très proche de 0, puisque c'est du 2 fois 10 puissance moins 10. Et puis, le deuxième solve où on a de nouveau une infaisabilité initiale et très vite une solution qui est trouvée. Si je regarde les résultats, j'ai normalement des choses qui sont différentes, c'est normal. Et on a toujours le prix local qui augmente de 20%. Les importations qui diminuent de 31%, et puis toujours une décision qu'il ne faut pas prendre avec quand même une modification des variations de ces surplus. Donc voici le fichier GAMS qui va vous permettre de
comprendre en fait cet exercice portant sur toujours donc le cas du Sénégal et du riz, avec une forme fonctionnelle isoélastique des fonctions d'offre et de demande, et cette fois-ci donc une hypothèse de grand pays. Donc je vous montre tout de suite le nouveau programme. Donc le grand changement, c'est en fait une équation, au lieu d'avoir en fait le prix mondial qui est constant, PE égale PE0, on a en fait une équation qui est une offre par le reste du monde de riz au Sénégal, qui est une offre croissante avec le prix mondial. Donc, en fait, si le Sénégal augmente sa demande, par déséquilibre entre demande locale et offre locale, eh bien, pour que l'offre suive, puisque l'offre doit être égale à la demande, eh bien, en fait, pour que cette offre augmente, il va falloir une augmentation du prix mondial PE. Donc ça, c'est le grand changement, c'est ce que j'ai expliqué en fait dans une diapositive de présentation de l'exercice. Et donc on a toujours 6 équations et on a 6 inconnus. Voilà les 6 variables. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un calibrage légèrement différent, puisque après les choses qu'on a déjà vues pour le calibrage de l'exercice précédent, eh bien, on a ici, en fait, le calibrage du paramètre de taille de la fonction d'offre de riz par le reste du monde, petit f. Bien évidemment qu'il faut calibrer, on le fait de la même façon que pour les fonctions d'offre locale et de demande locale. Donc, il n'y a pas de modification. En fait, la rentrée des données, on a juste en fait un paramètre supplémentaire qui est l'élasticité, que j'ai choisi à E égale 60, tout simplement parce que si on a une variation de la demande d'importation par le Sénégal, l'offre augmentera pour une petite variation du prix mondial, puisque cette élasticité est très grande. Donc on peut faire effectivement une analyse de sensibilité sur cette élasticité. Il faudrait faire bien évidemment une estimation économétrique du niveau de cette élasticité. C'est ce qu'il faut absolument faire si on veut faire les choses sérieusement. Donc le début du programme, toujours la même chose, des explications de ce qu'on fait, des problèmes de droit d'auteur, ensuite une déclaration des paramètres. Vous noterez donc qu'il faut déclarer effectivement le paramètre petit e, ensuite lui donner une valeur, le calibrage, la déclaration des variables, l'initialisation, bien évidemment, les équations, la déclaration, leur définition, donc voilà tout le programme. Donc rien ne change dans la structure du programme. On fait un premier solve juste après la définition du modèle pour voir si le modèle, l'infaisabilité initiale est nulle, donc le modèle est bien calibré. Ensuite on met un choc, un tarif de 20%, on fait un second solve et finalement on demande en fait le calcul de certains paramètres, toujours les mêmes. Donc voilà le calcul des variations de surplus des consommateurs, variation de surplus des producteurs, variation des recettes publiques et la variation des recettes du welfare, qui est tout simplement la somme de ces 3 variations. Je demande donc un run, une exécution du programme. Je vais tout en haut du process window, je vérifie que le premier solve, l'infaisabilité initiale, est nulle, ce qui est le cas, 2 fois 10 puissance moins 10, c'est très proche de 0. Et puis un deuxième solve avec toujours donc une infaisabilité initiale qui est strictement positive, et puis en 15 itérations, il me trouve une solution telle que l'infaisabilité totale est de 10 puissance moins 10, 3 fois 10 puissance moins 10. Donc c'est une solution faisable à un système carré. Je peux regarder les solutions. Donc pour ces solutions, eh bien, je regarde, j'ai des valeurs courantes des variables, et puis voilà déjà des taux de croissance. En fait, les importations diminuent d'un peu plus de 30%, c'est normal avec l'application d'un tarif. Le Sénégal, en fait, diminue sa demande sur le marché mondial. Et donc, il y a une diminution du prix, bien évidemment.
puisqu'il y a une diminution de la demande mondiale, mais cette diminution du prix est très petite, moins 0,6%. Et donc du coup, la variation du prix local, elle n'est plus de 20%, parce qu'il y a un tarif de 20%, mais d'un peu moins, parce que le prix mondial diminue. On a toujours un effet protecteur sur l'offre, qui augmente de plus de 30%. Et puis, par contre, avec l'augmentation du prix local, on a une diminution de la consommation locale de riz de presque 7%. Si je regarde maintenant, en fait, les variations de surplus, les consommateurs n'y trouvent pas leur compte, ils y perdent 199 millions de dollars en surplus des consommateurs. Par contre, effectivement, les producteurs locaux y gagnent, puisque en fait, ils sont un peu protégés de la concurrence extérieure, 92 millions de dollars. On a en fait une augmentation des recettes publiques, donc les recettes publiques augmentent de 91 millions de dollars, et si on fait la somme de ces trois variations, on a une perte de welfare de 16 millions de dollars, avec derrière toujours l'hypothèse implicite que 1 dollar pour les consommateurs, c'est aussi important qu'un dollar pour les producteurs et aussi important que 1 dollar pour les recettes publiques. Donc on additionne simplement les trois sources de variation du welfare. On a en fait un welfare qui est négatif, qui diminue, et donc ça veut dire qu'il faut recommander la non-application de cette politique. Donc voici le fichier qui va vous permettre de comprendre la réponse à ce dernier exercice. Donc je vous montre tout de suite le modèle. Le modèle, le voici. Alors on a trois équations qui sont des équations relatives au riz local, et puis trois équations qui sont des équations relatives au riz importé, avec à chaque fois une équation d'offre, une équation de demande et une équation offre égale demande. Donc ça se répète pour le riz importé. Donc l'équation d'offre de riz local ne change pas. L'équation de demande de riz local, elle change, puisque maintenant cette équation de demande de riz local dépend non seulement du prix local, selon une relation décroissante, c'est classique, mais elle dépend aussi du prix local du riz importé, PM, et cette fois-ci, c'est une fonction croissante de ce prix. Pourquoi? Parce que quand le prix local du riz importé augmente, eh bien, les consommateurs sont moins intéressés par le riz importé et plus intéressés par le riz local, dont la demande va augmenter. Et puis finalement, on a une équation demande égale offre qui va déterminer le prix. C'est pour ça que j'appelle cette équation EQ underscore P, c'est parce que on a une équation demande égale offre qui détermine un prix. C'est structuré de manière identique pour le riz importé. On a effectivement une équation d'offre. Cette fois-ci, c'est l'offre par les producteurs du reste du monde de riz importé. Ils vont augmenter leur offre si le prix mondial augmente. Et puis l'équation de demande du riz importé au Sénégal, elle dépend toujours négativement du prix local du riz importé, PM, mais elle dépend positivement du prix local du riz local, P. Pourquoi? Parce que si le prix local du riz local augmente, les consommateurs sont moins intéressés par le riz local, se retournent vers le riz importé dont la demande augmente. Toujours une équation d'offre égale demande qui va déterminer un prix. C'est pour ça que je l'appelle EQ underscore PE. Et puis la dernière équation, c'est l'équation de relation entre prix local du riz importé et prix mondial du riz importé. C'est le price linkage. Donc voilà la définition du modèle. Un premier solve qui me permet effectivement de vérifier que l'infaisabilité initiale est nulle, le choc. Et puis un deuxième solve qui me permet de voir ce qui va se passer quand on va mettre un tarif de 20%. Le début du programme, juste avant, j'ai déclaré les variables, j'ai initialisé les variables, j'ai déclaré des équations. Le calibrage change un petit peu parce que le calibrage des paramètres de
taille change. Vous noterez que C et G, il faut faire attention. Au dénominateur, on a deux prix à une certaine puissance. Il faut mettre des crochets pour que, en fait, tous ces arguments soient au dénominateur. Là, j'ai mis des accolades. Vous pouvez soit mettre des crochets, soit des accolades. Auparavant, donc, on a donné des valeurs aux élasticités croisées, c'est ce qui change. Et puis, on a déclaré effectivement ces paramètres EDM et EMD. Donc, sinon, tout le reste est identique. Je peux... alors, vous noterez que à la fin, pour les résultats, je demande juste le calcul de taux de croissance. Des variables du modèle, et je ne fais pas d'analyse de welfare, tout simplement parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je vous propose de regarder cette référence bibliographique, Just, Beth et Schmitz, dans The Welfare Economics of Public Policy. C'est un excellent livre et qui vous permettra de comprendre comment faire une analyse en termes de welfare quand on a deux biens substituts. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est tout à fait faisable. Regardez, ici j'ai pas le temps de effectivement présenter cette analyse. Je demande un run. Je suis ici dans le process window. Le premier choc, l'infaisabilité initiale est nulle, donc le modèle est bien calibré. Le deuxième choc, j'ai une infaisabilité initiale de 114, c'est normal. En 10 itérations, il me trouve une solution. Je regarde les résultats. Voici les résultats. Donc en fait, on a effectivement des importations qui baissent de un peu plus que 11%. Du coup, le Sénégal diminue sa demande sur le marché mondial, donc le prix mondial diminue, mais très légèrement. Et puis, donc, le prix local du bien importé augmente de moins de 20%, tout simplement parce que le prix mondial diminue un tout petit peu. Et donc, comme le prix local du riz importé augmente, les consommateurs se retournent vers le riz local, dont la consommation augmente, et donc la production augmente, et donc le prix local du riz local augmente. Alors, vous noterez que vous pourriez être favorablement impressionné par l'augmentation de la consommation locale de riz local, et vous dire que les consommateurs s'en trouvent d'autant mieux. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le prix du riz importé augmente, et donc la consommation de riz importé diminue, et donc c'est cet effet qui va être prédominant, et en fait vous remarquerez que on est dans une situation où les deux prix augmentent, et donc les consommateurs vont certainement se retrouver dans une situation défavorable. Par contre, les producteurs se retrouvent dans une meilleure situation parce qu'ils sont protégés de la concurrence extérieure, c'est l'effet du tarif.